Vous avez sûrement déjà entendu parler de Gemini, GPT-4o, DeepSeek, Llama, sans vraiment savoir à quoi ça correspond tout ça. Eh bien, ce sont des modèles d'IA dont on a expliqué le fonctionnement dans la précédente vidéo. Dans cette vidéo, on va expliquer finalement qu'est-ce qui différencie tous ces modèles et surtout comment savoir lequel utiliser en pratique. La première chose à bien avoir en tête, c'est qu'on peut déjà scinder le monde des modèles d'IA en deux catégories. D'un côté, les modèles dits ouverts et de l'autre, les modèles fermés. Les modèles ouverts, ça veut dire que leurs créateurs ont rendu le fichier de modèle public. Concrètement, n'importe qui peut télécharger le fichier de modèle et faire tourner l'inférence localement dans sa propre infrastructure. Un petit peu comme un logiciel open source. C'est le cas des modèles par exemple Llama de Meta, Gemma de Google ou encore DeepSeek de DeepSeek. De l'autre côté, on a les modèles fermés. Ici, on est sur une utilisation purement commerciale. Les fichiers de modèle ne sont pas disponibles, on ne peut pas les télécharger. La seule manière d'utiliser le modèle, c'est via l'API publique qui est mis à disposition par le fournisseur du modèle. Cette API, quand vous l'utilisez, bien évidemment, vous la payez. Soit sous la forme d'un abonnement, où en général vous avez un nombre de requêtes limité en journalier ou en mensuel, ou bien en pay as you go, où vous payez le nombre de tokens ou le nombre de mots que vous soumettez au modèle et le nombre de mots que le modèle vous répond. C'est le cas par exemple des modèles Gemini de Google, des modèles GPT d'OpenAI ou encore Grok de X, anciennement Twitter. Au-delà de ces deux familles principales, les modèles ouverts et les modèles fermés, on peut citer d'autres critères principaux qui permettent de distinguer les modèles des uns des autres. On peut en citer 5 principaux. Le premier critère, c'est la taille ou le nombre de paramètres du modèle, ce qui correspond au nombre de poids qui compose le réseau de neurones du modèle. Pour les LLM, en général, ce nombre varie entre 1 milliard et plusieurs centaines de milliards de paramètres. Même si ce n'est pas 100% vrai, vous pouvez partir de l'idée que plus un modèle a un nombre de paramètres élevé, plus il va avoir des capacités de raisonnement avancées et plus il va pouvoir accomplir des tâches diversifiées. Le deuxième critère différenciant, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. C'est très important. C'est le nombre maximum de tokens, ou on peut dire de mots pour faire simple, que le modèle est capable d'accepter en entrée pour vous prédire le prochain mot. Pour faire simple, c'est approximativement la taille maximale du prompt que vous pouvez soumettre à votre modèle. Pour les LLM, généralement, sa fenêtre de contexte varie entre quelques milliers pour les plus petits modèles à plus de plusieurs millions pour les plus gros modèles. Le troisième critère, ça va être les données d'entraînement. Évidemment, les performances de votre modèle dans tel ou tel contexte vont être directement liées aux données avec lesquelles il a été entraîné. Si votre modèle a été entraîné exclusivement avec des données en anglais, il va jamais comprendre si vous lui parlez en espagnol. De la même manière que si votre modèle a été entraîné exclusivement avec des papiers scientifiques, il va pas être capable de vous écrire des jolis mails. C'est très important de toujours sélectionner le modèle avec les données d'entraînement qui correspondent à la tâche qu'on veut lui faire faire. Le quatrième, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. Depuis le début de cette chaîne, on fait un focus quasiment exclusivement sur les IA génératives de type texte. Mais vous savez très bien que ce ne sont pas les seules IA génératives. ChatGPT, par exemple, il est capable de vous générer une image à partir de texte. D'autres IA sont capables de générer du texte à partir de son. C'est ça ce qu'on appelle la multimodalité. Une modalité, c'est un canal, disons, texte, audio, vidéo. Et là encore, tous les modèles ne sont pas équivalents. Si un modèle n'a jamais été entraîné à produire des images, vous pouvez lui demander autant que vous voulez, il ne vous produira jamais des images. Donc là encore, bien évidemment, en fonction de ce qu'on cherche à faire, il faut utiliser le modèle qui gère la modalité ou les modalités qu'on souhaite. Le cinquième critère, c'est la licence qui va être attachée à notre modèle. Ce critère n'a de sens qu'avec les modèles ouverts. Exactement comme les logiciels open source, c'est pas parce que vous avez accès au code que vous pouvez faire ce que vous voulez avec le code. Il y a une licence qui vous dit ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Eh bien, pour les modèles ouverts, c'est la même chose. Certains modèles sont complètement libres, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'autres vous autorisent ou vous interdisent l'utilisation commerciale et certains autres vous autorisent uniquement une utilisation académique ou dans des fins de recherche, par exemple. Je vais maintenant vous parler d'un critère bonus, un sixième critère qui est tellement évident que je ne l'ai pas mis dans la liste de base. Je veux parler du coût
du prix de l'utilisation de ces modèles. Le prix que nous coûte un modèle va dépendre si on parle d'un modèle ouvert ou d'un modèle fermé. Pour les modèles ouverts, vous pouvez télécharger librement le modèle. Le coût associé, ça va être le coût du hardware, du CPU, de la RAM, des éventuels GPU que vous allez devoir mobiliser pour faire tourner ce modèle dans votre infrastructure. Et pour vous donner une piste rapide, plus un modèle est grand, plus il a un nombre de paramètres élevé, plus il faut du hardware puissant pour le faire tourner. Dans le cas des modèles fermés, eh bien, vous allez simplement payer les requêtes API que vous allez faire sur l'API du fournisseur du modèle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas de modèle d'IA surpuissant qui va dépasser tous les autres dans tous les domaines. Exactement comme lorsque vous achetez une voiture, il n'existe pas la meilleure voiture. Tout dépend de vous, qu'est-ce que vous attendez de votre voiture, qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est plutôt la puissance du moteur, le confort ou alors le prix? Eh bien, un modèle d'IA, c'est la même chose. Tout dépend ce que vous attendez de lui et ce qui est important pour votre besoin. Si vous cherchez une IA qui, par exemple, fait de la traduction du français vers l'allemand, il vous faudra vous tourner vers un modèle qui a été entraîné avec des données en français et en allemand. Par contre, vu que la tâche est précise, c'est uniquement de la traduction, vous n'avez pas forcément besoin d'un gros modèle avec beaucoup de paramètres. Si au contraire, vous voulez une IA généraliste qui peut répondre à peu près tout, effectuer plein de tâches, mais dans une seule langue, eh bien dans ce cas-là, il vous faudra un gros modèle avec beaucoup de paramètres, mais qui n'est pas forcément multimodal, ni même multilangue. Tout dépend du besoin. Voilà, maintenant que vous savez qu'il n'existe pas un seul vrai bon modèle, mais plutôt des modèles différents pour des usages différents, la question à se poser c'est qu'est-ce que j'attends de mon IA? Est-ce que c'est son aspect multimodal? Est-ce que c'est le fait qu'elle ait le prix le plus bas possible ou encore qu'elle puisse gérer des prompts extrêmement longs avec une fenêtre de contexte la plus large possible? Une fois qu'on a notre besoin clair en tête, ça devient tout de suite plus simple de choisir le modèle le plus adapté. Mais attention, la sélection du modèle reste une opération complexe et il faut généralement des tests pour valider nos hypothèses. D'ailleurs, à ce sujet, dans de prochaines vidéos, on abordera plus précisément cette étape de sélection du modèle en traitant notamment les problématiques de hardware, de sécurité et de confidentialité associées à cette opération de sélection. Alors, à très bientôt.